retrouvez à devoir prendre la décision de faire quelque chose ou non, alors c'est probablement une erreur. 45 à 60 000 par jour, c'est le nombre de pensées qu'a un être humain normal. Alors il est facile d'imaginer que certaines sont intempestives, inutiles, voire complètement fausses. Et ça devrait pas poser trop de problèmes. Enfin, sauf si certaines influencent nos décisions. Bonjour à tous, j'espère que vous avez une bonne énergie. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Daniel Kahneman, l'auteur du livre La pensée à deux vitesses. Et ensemble, nous allons tenter de répondre à cette question. Comment reconnaître une bonne décision ? J'ai passé une longue partie de ma vie à étudier le jugement et la prise de décision. Et c'est pour parler de ça que je suis avec vous. J'utilise les termes système 1 et système 2 comme une métaphore. Pour moi, le système 1 décrit la pure pensée automatique. Dans une certaine mesure, nous sommes presque spectateurs de la façon dont ces pensées nous viennent à l'esprit. J'emploie le système 2 pour décrire la pensée délibérée. Je me sens auteur de mes pensées et de mes actions lorsqu'elles proviennent du système 2. Pour bien saisir cette métaphore système 1, système 2, je te propose simplement de remplacer système 1 par pensée rapide et système 2 par pensée lente. La pensée rapide, elle a plusieurs caractéristiques. La première, c'est qu'elle est intuitive, qu'elle est plutôt émotionnelle et qu'elle a une tendance à être automatique, donc c'est-à-dire pas toujours consciente. Les avantages de cette pensée, c'est qu'elle nous permet de gagner du temps et d'économiser donc de l'énergie, des ressources cognitives. Entre parenthèses, on sait que le cerveau consomme 20% des ressources du corps, ce qui est quand même pas négligeable. Et enfin, c'est évidemment beaucoup plus confortable de faire confiance à la pensée rapide parce qu'on n'a pas forcément envie d'analyser toutes les choses qui se présentent à nous dans notre quotidien. La pensée lente, elle, a d'autres caractéristiques. La première, c'est qu'elle est analytique, donc elle est réfléchie. La deuxième caractéristique, c'est qu'elle a tendance à être plutôt rationnelle, contrairement à l'autre pensée rapide qui, elle, est émotionnelle. Et enfin, c'est une pensée qui est consciente, elle est volontaire, ce n'est pas un système automatique, c'est quelque chose que l'on choisit d'actionner ou pas. Les avantages de cette pensée, c'est qu'elle nous permet d'avoir une meilleure analyse, d'avoir plus confiance en cette analyse, et donc même si elle est moins confortable et qu'elle demande plus de ressources, puisque plus de concentration et d'attention, elle nous permet quand même de développer des raisonnements et des prises de décision plus justes. Le système 1 produit des suggestions. Lorsqu'elles sont approuvées et acceptées par le système 2, elles génèrent la croyance que nos décisions et nos actions nous appartiennent. S'il y a une chose que vous voulez vraiment faire, alors vous allez probablement être un peu trop optimiste quant à sa réalisation. L'optimisme est certes la source de tout ce qui est bon, mais c'est aussi la source de grandes désillusions. Au bout du compte, je pense que le pire danger pour beaucoup d'organisations apparaît lorsqu'il devient délicat de vérifier les prises de décision. Tout le monde doit être très attentif. Alors comment manager les désaccords sans créer de paralysie ? Si un chiffre occupe une place importante dans une conversation, cela vaut certainement la peine de mettre en place une investigation pour se demander d'où il vient. Alors je questionne la source de l'information, si je pense que ça en vaut vraiment le coup. Si je pense que ça vaut la peine de faire une suggestion à propos du déroulement d'une réunion, je vais commencer par demander aux participants de donner leur opinion sur une feuille de papier. Ce qui protège la contradiction, parce qu'il existe un point de vue minoritaire qui pourra être exprimé. Alors que si une personne en désaccord entend tous les avis contraires aux siens, elle pourrait ne pas se prononcer. Je ne sais pas si tu connais la pensée de groupe. C'est en fait un phénomène psychosociologique qui fait qu'on a une tendance à porter nos décisions de façon à satisfaire tout le monde lorsque l'on est dans un groupe, plutôt qu'à observer une situation de manière réaliste. Et il y a un paradoxe qui illustre parfaitement ce propos. C'est le paradoxe d'Abilène. Alors j'ai pris quelques petites libertés narratives et je vais donc te raconter ce paradoxe. Imagine un jeune couple, Omar et Julie. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu les parents de Julie, alors ils se rendent là-bas. La matinée se passe très bien, ils sirotent des limonades pendant que le papa joue au domino. Et à un moment donné, de peur que tout le monde s'ennuie,
Julie, il propose d'aller déjeuner à Abilène. Julie, qui n'a pas vu son père depuis longtemps, n'a pas vraiment l'intention de le contrarier, alors par sympathie, elle dit « Bien sûr papa, allons à Abilène ». Omar, qui lui pense que c'est une idée médiocre, n'a pas du tout envie d'aller à Abilène, ne veut pas contrarier Julie, alors il dit « C'est parti, allons à Abilène ». Et la maman, qui sait pertinemment qu'il n'y a rien de spécial à faire à Abilène et qu'il n'y a pas la clim dans la voiture, qu'il va probablement faire très chaud, n'a absolument pas envie d'aller à Abilène, mais puisqu'elle ne veut pas contredire tout le monde, allons à Abilène. Après 1 heure de route, il se retrouve dans un restaurant que soi-disant le père de Julie connaissait, mais il s'est avéré qu'entre temps il y a eu un changement de patron, changement de chef, changement de carte, changement de tout, et il se retrouve à déguster des plats médiocres. Et c'est seulement sur le chemin du retour, après le repas, que la maman de Julie se permet d'exprimer son mécontentement et de dire qu'elle savait que c'était une mauvaise idée, qu'elle savait que ça n'était pas bon d'aller à Abilène. Et finalement, ça déclenche une dispute générale et tous révèlent leurs réelles intentions. Au bout du compte, personne n'avait envie d'aller à Abilène. La raison pour laquelle ce paradoxe est très intéressant, c'est parce qu'il met en évidence le fait que parfois on a tendance à ne pas exprimer nos réelles opinions, et ça c'est une vraie erreur. Ne pas avoir peur des contradictions est l'une des règles numéro 1 pour éviter donc que le paradoxe puisse s'exprimer. La deuxième chose, c'est d'assumer la décision de chacun. Quand on est dans un groupe, tout le monde a sa part de responsabilité. La troisième chose, c'est qu'il est nécessaire d'exprimer clairement son opinion. Et enfin, d'après moi, il est très utile de savoir dire non et d'expliquer pourquoi, tout en respectant les droits de chacun, évidemment. Mais dans le cas du paradoxe d'Abilène, il y a un point qui me semble très intéressant, qui moi me taraude un petit peu. C'est le fait que finalement, dans cette histoire, il n'y avait que 2 possibilités, aller à Abilène ou ne pas aller à Abilène. Ce qui veut dire que on devait choisir entre faire quelque chose ou ne pas faire quelque chose. Et par curiosité, j'aimerais bien savoir ce qu'en pense Monsieur Kahneman à ce propos. Si vous vous retrouvez à devoir prendre la décision de faire quelque chose ou non, alors c'est probablement une erreur. Faire ou ne pas faire signifie que vous considérez qu'une seule action, et possiblement vous devriez en considérer davantage. Je dirais que ma recommandation clé serait de considérer nos prises de décision comme des produits, qui ont été manufacturés d'une certaine manière et par une organisation. En les voyant comme des objets, vous pourrez en questionner le processus de fabrication. Les problèmes que l'on a vus, c'est que notre cerveau a simplement tendance à économiser son énergie et donc à solliciter la pensée rapide le plus souvent possible. Et dans un monde où il y a une abondance d'informations faciles, eh bien on a tendance à ne pas trop réfléchir et à plutôt faire confiance à nos smartphones et à nos ordinateurs pour nous donner plus de détails. Et le problème, c'est qu'on mémorise moins, on réfléchit moins. Et cette tendance à solliciter trop souvent la pensée rapide fait qu'en fait on va se baser sur des biais cognitifs, sur des suggestions, sur des mauvaises appréciations de la réalité, et parfois on peut créer des liens entre des situations alors que finalement on n'a pas du tout tous les éléments pour réellement bien comprendre. Je sais pas si tu as déjà vu le cartoon Tom et Jerry, mais ce qui est très intéressant avec Tom et Jerry, c'est que l'un et l'autre ont 2 personnalités qui sont complètement différentes, mais qui sont quand même complémentaires. Jerry est plutôt l'esprit vif, celui qui trouve des bonnes solutions, qui en général est plutôt malin et qui a tendance à envoyer Tom au casse-pipe. Tom, lui, est plutôt impulsif, émotionnel et il se retrouve souvent dans des situations un petit peu extrêmes. Et lorsque tous les deux ont le même problème, eh bien ils ont tendance à coopérer ensemble pour essayer de trouver la meilleure solution. Et on voit dans ce cas-là la personnalité de l'un et de l'autre s'exprimer de manière assez explicite. On voit que Jerry ne prend rarement les risques, qu'il envoie plutôt Tom au casse-pipe et que Tom a tendance, lui, à faire des choix qui sont parfois un petit peu impulsifs, voire complètement irrationnels. Et je trouve que c'est parfait pour illustrer le système de pensée 1, le système de pensée 2, la pensée rapide et la pensée lente. On pourrait dire que Tom est la pensée rapide. Lui, il va réagir de manière complètement spontanée, émotionnelle et automatique. Tandis que Jerry va beaucoup plus réfléchir aux situations, en général sera beaucoup plus malin et il va avoir tendance à envoyer son cher collaborateur faire les tâches un petit peu plus faciles. En tout cas, celles qui ne nécessitent pas de grosses réflexions. Alors lorsqu'une décision arrive dans ton quotidien et que tu t'apprêtes à en questionner la fabrication, je t'invite à te demander qui de Tom ou de Jerry en a été l'artisan. Après le visionnage de cette vidéo, peut-être que tu te demandes si les émotions ont une influence sur les pensées. Et si c'est le cas, peut-être que les émotions ont une influence aussi sur nos prises de décision. Et ça tombe très bien parce que j'ai déjà fait une vidéo où je réponds à toutes ces questions. En fait, je fais une analyse complète d'une mauvaise prise de décision en illustrant mon propos avec un chef-d'œuvre du cinéma. Et dedans, j'aborde tout ce qui est biais cognitif, distorsion cognitive, en expliquant un petit peu plus en détail certains aspects que j'ai évoqués dans cette vidéo qui, d'après moi, est une plutôt bonne introduction
au mécanisme de la prise de décision. C'est vraiment passionnant et si toi aussi ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner au mail. Moi je t'envoie 1 à 3 mails par semaine, c'est simple, c'est le premier lien dans la description. Je t'envoie des conseils, je partage avec toi mes analyses, je partage aussi des anecdotes que j'ai pas forcément toujours le temps de raconter en vidéo. Je partage des programmes en ligne pour que tu puisses apprendre chez toi. Il y a beaucoup de ressources que tu ne verras pas sur la chaîne YouTube, que tu trouveras dans les mails. Donc n'hésite pas à t'abonner. Merci d'avoir visionné cette vidéo en entier. Comme d'habitude, tu fais partie de la team des 30% qui regardent les vidéos en entier. Et rien que pour ça, je te dis namasté. Alors tu vois, ce qui est important quand tu es en relation avec un âne, c'est de comprendre que l'âne en fait te considère comme un pote. T'es pas son maître, c'est pas comme un chien. Mais il en fait qu'à sa tête, l'âne. Hein. Je crois pas. Hein. Voltige a fait ce qu'elle veut. Hein. Hé, tu me poursuis. Bah oui ma Voltige. Tu passes à la télé, hein. Tu sais ça. Voilà. Maintenant elle me tourne le dos. Mais elle est maligne, hein. Tout ça c'est un petit jeu de relation amicale, tu vois. Et là si je recule, elle me suit, bah oui hein. Elle est curieuse la pépette. Hein. Dis bonjour aux abonnés.